Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse, on réfléchit, on décortique l'actualité de la semaine. Cette semaine, c'est avec grand plaisir que je reçois avec moi le grand retour de Jules Simard en ma compagnie pour venir faire ça. C'est le fun d'être encadré par des gens qui ont plus d'expérience que nous. Bonjour Jules. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, bon. Et puis, est-ce que tu as eu l'occasion de regarder du vrai hockey à la télévision les derniers temps? Mais étant honnête avec toi, le sport professionnel, tout sport confondu, là, même le Super Bowl, j'en ai un peu rien à foutre. Oui, mais c'est pas ça que je te parle. Je te parle véritablement du vrai hockey joué par les filles actuellement aux à Olympiques. Beijing. Ça n'a pas de bon sens. C'est assez pour se remettre en amour avec le hockey, à regarder jouer le hockey, parce que à mon âge, on joue plus fort, mais à regarder, je trouve véritablement, on voit c'est quoi un beau sport d'équipe, bien joué, où est-ce que tu ne cherches pas à détruire l'adversaire et à le défoncer, mais à le dérouer. Et c'est véritablement du beau hockey. Les filles, en passant, ont gagné l'or. Ça m'amène à réfléchir aussi sur le fait qu'on est en amour avec cette équipe-là. On aime la voir jouer, on est tellement fiers d'eux. Mais quand on va dans les ligues de filles, le hockey, là, il est superbe à voir, mais ils font même pas 10 % du salaire d'un joueur de la Ligue nationale. Il y a quelque chose d'anormal. Exactement. Et je pense que le fait d'en voir davantage, ça peut peut-être faire en sorte qu'on puisse encore davantage l'apprécier. Et si on l'apprécie, on va peut-être s'organiser pour en vouloir en voir plus. Et là, le jeu de l'offre et de la demande, on va faire de la belle économie ce matin. Super. Bon, Jules, on va revenir dans notre petit coin de pays. OK. On sait, il y a quelques années, il y a eu une campagne qui s'appelait « Ose le pays des Bleuets » qui servait à faire la rétention un peu, d'amener des gens, puis d'avoir la rétention des gens qui voulaient revenir en région ou s'installer, ou l'immigration, ou peu importe. Ça, c'était communément avec la MRC Domaine du Roi et Maria-Chapdelaine. Et là, il y a comme je ne dirais pas une chicane, mais il y a comme on arrête de travailler ensemble et là, on va travailler de manière séparée. Et c'est Maria-Chapdelaine qui récupère l'idée de « Ose le pays des Bleuets ». Est-ce que tu as des détails là-dessus? En fait, ce que j'ai lu avec la déclaration du préfet, là, et des deux préfets, en fait, là, parce que les deux se sont exprimés. Semblerait-il que c'est effectivement, on ne voyait plus l'impact de ce mouvement-là ou cette action-là de la même façon au niveau stratégique. On disait que c'est ce qu'on me dit, là. C'est ce qu'on nous dit. Est-ce que ça l'avait porté fruit? Est-ce qu'on avait eu des semblerait-il, selon le préfet de la MRC, Domaine du Roi, en fait, ce que j'ai entendu, il n'y aurait pas eu les résultats escomptés des actions qui ont été menées. C'est-à-dire qu'on n'aurait peut-être pas réussi à faire venir autant de jeunes qu'on aurait voulu avoir. C'est ce que j'ai entendu. Et on n'aurait peut-être pas eu les résultats escomptés. J'ai de la misère à comprendre, honnêtement, là, parce qu'il me semble que quand on se sépare, là, on va faire deux campagnes différentes qui vont... On va mettre, j'ai l'impression qu'on dédouble les campagnes pour finalement... remarque qu'on détripe parce qu'il y en a trois. Ah ouais? Il y a Saguenay qui fait aussi la même chose. Et puis, mais ça serait pas il n'y aurait pas plus d'impact de parler d'une seule voix, toute la région ensemble? Ou... en fait, ça dépend. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que tu veux faire, c'est attirer des gens dans ton coin de pays. Alors, si moi, j'attire des gens dans mon coin de pays, je te fais toute une promotion, puis je veux qu'ils viennent s'installer à Dolbeau-Mistassini, et puis que la personne décide d'aller s'installer à Longueuil ou à Chicoutimi ou à Saguenay, tu sais, c'est un peu... Je pense qu'il y a des actions individuelles ou semi-collectives qui doivent être prises à ce niveau-là pour faire valoir ton coin de pays et tes besoins en particulier. Parce que oui, je peux peut-être, actuellement, si je regarde ça, je me dis à Saguenay, fort probablement que tous les gens qui travaillent
ou qui ont une formation dans le secteur des nouvelles technologies avec Ubisoft à Saguenay, ben, j'ai peut-être avantage à vendre ça davantage que de faire venir vendre le fait d'avoir un bon opérateur de machinerie lourde en forêt. Non, mais c'est un bon point, mais il reste que, tu sais, sur les mesures, créer des logos, faire des campagnes, tu sais, on diviserait les coûts si on parlerait d'une même voix, puis on pourrait quand même parler de ces spécificités-là de manière différente. Bref, c'est pas moi qui s'occupe de ça, là. J'ai juste un peu des fois de la misère à comprendre. J'ai l'impression qu'on est toujours plus forts ensemble, là. Parce que ça va peut-être au-delà de juste dire on fait venir des jeunes en région. À un moment donné, on s'est battu dans les années 80. On ne s'est pas battu. Dans les années 90, on regardait partir, semblerait-il, des autobus de jeunes Un autobus par semaine, oui. Hein? On faisait quoi, là? Les retenir. On a fait quoi? Ça, là, ça a origine du... Je me choquerai pas, là. OK? Mais ça a origine du fait que nous n'avons pas suffisamment d'institutions de formation, OK, qui répondent aux besoins modernes de l'économie moderne. Si je veux aller travailler dans le domaine de la haute technologie, fort probablement qu'il faut que j'aille soit à Québec, soit à Montréal, peut-être un peu à Chicoutimi, mais tu comprends, c'est dans ces secteurs-là. Oui, mais on ne peut pas avoir une université là, à Girardville. Là. Ah, non, ça, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu penses qu'on peut en avoir une? Oui. OK. Oui. Ça, là, c'est un besoin fondamental de faire en sorte que la connaissance soit accessible à tout le monde. Je suis d'accord, mais il reste qu'il y a un rapport d'investissement, puis déjà, on sous-finance notre système scolaire en ce moment partout au Québec. Là, tu voudrais rajouter quelque chose qu'on devrait surfinancer parce qu'on ne veut pas taxer. On fait un choix de l'éducation, tu sais. Il faut regrouper, là, OK? Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais le fait que dans notre secteur, on n'a aucune institution d'enseignement post-secondaire, je ne te parle même pas de post-collégial, hein? Le fait qu'on n'ait même pas ça, ben, ça fait, je sais que c'est une vieille marotte là, que j'avais pognée l'année passée, là, mais je maintiens que ça, là, ça fait en sorte qu'on part toujours avec une prise de côté. Génial. Bien, on va changer de secteur. On va s'en aller justement. J'ai parlé de Girardville, mais on va parler du secteur géant qui ont demandé, entre autres, au CIUS d'Olbeau-Mistassini de recommencer les soins de proximité qui avaient arrêté à cause de la pandémie, si je comprends bien. Moi, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est peut-être davantage au fait qu'on n'a plus de personnel. Oui, bien, un plus un. Ben, ouais, c'est ça. C'est que, ben, moi, c'est ce que je vois, là. Tu sais, je veux dire, regardons le CIUS, là, hein? Ici, là, dans le secteur de la MRC de Maria-Chapdelaine, des services de proximité au niveau de la santé, là. Bon, le cancer, on a dit, bon, ben écoute, on n'a pas de monde, là. OK, on n'en fera plus à Dolbeau-Mistassini, on va fléchir à la Alma. OK, tu passes tel type de... Ah, non, regarde, on n'a pas assez de monde à Dolbeau, on va fléchir à la Roberval, ou il va falloir tirer à la Chicoutimi. Ça, là, OK, je veux bien croire que c'est par le fait que nous n'avons peut-être moins de personnel. Mais quand, là, celui-là qui embauche, là, il n'est pas dans ton coin de pays, mais il est dans l'autre coin de pays, eh bien, je m'en vais favoriser mon autre coin de pays quand j'ai quelqu'un qui se présente pour le faire. Moi, tout ce phénomène-là, là, ça origine de la centralisation de la... Et là, c'est de la centralisation du service de santé. Tu sais, on regarde, là, qu'est-ce que ça donne, là, quand tu fais trop de centralisation. Tout à l'heure, on parlait de décentraliser à outrance. Je suis bien d'accord avec toi, et ça coûte cher. Mais entre centraliser, oui, ça fait des économies, peut-être, mais les économies se font au détriment des services de proximité. Oh oui, et moi, là, je ne dis pas que c'est injuste la question du CIUS local, là. Okay? C'est pas injuste l'administration locale là, qui est en défaut là-dessus. C'est l'administration régionale du CIUS qui, pour pouvoir combler ses besoins, va chercher, oui, du personnel un peu partout au Québec pour pouvoir les remplir, mais on va servir pour faire en sorte que ce soit Chicoutimi, Jonquière, la Alma et Roberval qui sont dans... Et au dispensaire à Dolbeau-Mistassini, tu sais, veut dire on s'organise, quand on a besoin, on va peut-être mettre quelqu'un, mais quand on se fait pousser par la population qui se dit, écoute, on n'a plus de service. Là. Je suis content de voir
que le maire de Normandin fasse sa sortie, OK, pour indiquer, écoute, on peut même plus faire de prise de sang dans le coin. Là. Non, mais c'est quoi l'importance, justement, des soins de proximité dans ces secteurs-là? Ben, c'est au même titre que le même soin de proximité chez nous. C'est-à-dire, ou à Chicoutimi. Le fait d'avoir un service de proximité, ça te fait en sorte que tu ne tapes pas 45 minutes pour pouvoir avoir, quand tu as un mal quelconque, et puis que tu embarques dans ton corps ici, là, quand tu peux venir au moins à l'urgence à Dolbeau. Oui, tu vas peut-être attendre 1 heure ou 2, mais à tout le moins, tu vas déjà être rendu. Là. Puis si ton mal s'aggrave, il y a au moins quelqu'un qui peut venir te voir et te soigner. Là, ben, moi, je pense que c'est ça. Là. La question d'un service de proximité, c'est à ça que ça sert. Et que tu sois obligé collectivement de te faire des sorties parce que l'administration régionale fait en sorte que tu es le deuxième violon, ben non. 3 puis le 4e, là. Oui. Oui. Puis aussi, ben, j'ai l'impression que si nos soins de proximité étaient meilleurs, peut-être que ça aiderait le premier sujet, donc de l'attraction aussi des jeunes familles. Oui, c'est à l'évidence aussi, là, le fait de ne pas... non, mais cette centralisation-là qui a été faite à l'intérieur de la région est très, très, très dommageable, entre autres là, pour les soins de santé. Ben, je te reviendrai juste il y a 2 ans, quand j'étais encore journaliste ici à la télévision locale. On avait fait une entrevue à un moment donné et je m'étais élevé. Hey! Dans la MRC de Maria-Chapdelaine, là, tu pouvais même pas avoir un test de COVID. Il fallait que tu ailles à Roberval ou à Alma pour avoir ton test de COVID. Sais-tu qu'est-ce qu'on me répondait politiquement parlant quand j'ai posé le... Ben, tu sais, il n'y a pas de demande. Hey, j'allais dire un gros mot. Il n'y en a pas de demande. Ben oui, c'est sûr, la personne qui souffrait de COVID, elle ne pouvait pas venir ici à l'hôpital pour avoir son test. Il fallait qu'elle s'en aille à Chicoutimi puis à Roberval. Là, tu avais de la demande. Ben oui, Christophe, tu as tout le monde ici qui s'en allait. Tu comprends? Ce genre de choses-là, là, ça explique pourquoi est-ce que c'est que souvent de fois, oui, la MRC de Maria-Chapdelaine devient une deuxième zone. Bon. C'est dit. Bang! Ah, là. Bon, on va t'amener ailleurs, on va t'amener OK, parfait, merci. En quad puis en skidoo. En motoneige, je m'excuse, hein, j'ai grandi dans les années 70. Hey, on va construire une nouvelle passerelle quad motoneige sur la Péribonka. C'est la 8e, je pense, qu'on va construire par le Parc des Grandes-Rivières. Je me souviens pas si c'est... En tout cas, mais c'est intéressant parce que là, on va pouvoir faire écoute, le grand tour hiver comme été. Oui, c'est ça. En fait, tu vas avoir accès à toute la région, au nord de toute la région, pour pouvoir être en mesure. Ça va faire, je pense... On me parlait de 400 ou 500 kilomètres de pistes. Ben là, je veux dire, tu pars le matin, puis tu couches quelque part, puis tu repars le lendemain. Hein? Ouais. Ça fait au moins 2 jours là, que j'ai eu l'occasion de faire une partie l'année passée juste d'Albanel à Saint-Eugène. Puis, tu sais, ça nous a pris à 4 heures en quad. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire... c'est sûr que tu profites du fait que tu visites tu fais pas juste visiter, tu découvres. Tu regardes. Ben oui, parce que c'est des coins, même si c'est chez nous, c'est la première fois qu'on passe. Qu'on peut passer. Ouais. Non, c'est bien. Elle va être où, au niveau de la rivière Péribonka? Je pourrais pas... Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est un secteur un peu plus étroit là, qu'ils ont déterminé. C'est 100 quelques mètres, la passerelle qui va être... c'est quand même de la passerelle, comme on dit. Ben, regarde, quand tu passes dans le secteur du lac Ouara et de la rivière Ouara, il y a aussi 2 passerelles qui sont obligés de faire. Ils passent sur une île, puis ça fait de la passerelle. Ça permet... Oui, je pense qu'il y a... Tu sais, je me souviens, je couvrais encore dans le temps, quand on a mis de l'avant la première fois la route du 49e. Là, oui, tu étais parti en motoneige. Ben oui, moi, puis non seulement ça, mais j'avais fait aussi, quand ça a démarré, l'idée de créer le Parc des Grandes-Rivières avec ça, et je me souviendrai, tu sais, le préfet du temps, M. Jean-Pierre Boivin, disait ça peut devenir quelque chose d'attractif et de nécessaire. Il faut que nous,
investitions. Puis la MRC avait quand même mis oui. et des sous, et il en met encore. Pas mal de sous, ben oui, oui. Et en met encore. Puis moi, je dois dire, je pense que c'est un investissement qui a été... Ben oui. Moi, au départ, sur cet investissement-là, je dois avouer que j'avais des doutes. Parce que je trouvais que c'était beaucoup d'argent. Puis finalement, ben, je pense que c'était une excellente idée. Oui, ça permet de faire en sorte que ce sport, tu sais, actuellement, là, il paraîtrait que si tu veux t'acheter soit un skidoo ou une motoneige, soit que c'est que tu ne l'auras pas avant 2023 et tu vas pouvoir la commander pour pouvoir l'avoir en mars 2023. On commence à être tard pour faire de la motoneige. Bien là, en mars, oui, hein? À moins que tu sais à la hauteur du 49e parallèle. Ouais. C'est clair. On va lâcher les sentiers, on va s'en aller dans les airs, on va parler de la coopérative Trek, donc qui veut instaurer une coopérative d'aviation, en fait, là, pour qu'on ait davantage de vols à moindre coût. On aurait 15 000 membres déjà là, qui feraient partie de la coopérative. Cependant, dans le plan d'affaires, on demande l'aide, entre autres, là, du provincial et du fédéral. J'écoutais M. Fitzgibbon ce matin, qui n'a pas l'air très chaud à l'idée. Il parle plus de manière générale, il parle des compagnies aériennes. Il dit on est prêt à écouter toutes les compagnies, mais il a l'air de mettre des doutes, entre autres, sur le plan d'affaires de Trek au niveau, entre autres, de la prise de risque. Il disait là, ça ne peut pas être juste le gouvernement du Québec qui fait la prise de risque, parce que là, on joue dans les plates-bandes du privé aussi, là, quelque part. T'en penses quoi, toi? Comment tu analyses cette situation-là? Bien, je pense qu'effectivement, la question du transport aérien pour les régions, c'est effectivement une problématique qu'il va falloir que l'on se penche davantage. Ouais. Et je sais qu'au niveau du ministère des Transports, on est censé... En fait, ce que je comprenais, c'est que là, les analyses, ils ne sont pas certaines que si on baisse les prix, il y aura nécessairement plus de monde. Fait qu'on va commencer, je pense, par un projet pour regarder si, en baissant les prix, il y a plus de monde. Et si c'est le cas, bien là, on pourrait peut-être investir davantage. Mais c'est certain que si on investit de l'argent pour baisser les prix et qu'il n'y a pas plus de gens qui prennent l'avion, je ne vois pas pourquoi on mettrait de l'argent là. Par contre, il faut regarder aussi... je reviens quasiment à notre idée de départ. C'est quand même un service aussi de proximité. OK, qu'il faut que nous puissions avoir accès. J'ai déjà pris l'avion de Saint-Méthode jusqu'à Montréal. Moi aussi, je l'ai pris et je l'avais pris avec de très jeunes enfants, mon bébé. Moi, j'étais un très jeune enfant. Peut-être qu'on était dans le même avion. Et quand on voit qu'est-ce que ça peut permettre, c'est effectivement, tu sais, 1 heure après, on est à Montréal, au lieu de 8 heures ou de 6 heures, dépendamment de la vitesse à laquelle tu montes. Mais ça fait en sorte que je pense que c'est un service qu'il faut que l'on puisse être capable de donner accès effectivement à toutes les collectivités. Je pense qu'il va falloir aussi développer le marché puis l'habitude des gens de lâcher leur auto puis d'aller prendre l'avion. Bon, OK, on est dans ce contexte-là, qu'on le veuille ou non, là, au moment. Même si prendre un avion, là, ça pollue plus que ton auto, là, OK, il reste quand même que tu peux mettre du monde dedans. Puis ça fait en sorte que peut-être par tête de pipe, on pollue moins, mais... pour ça, il faut que l'avion soit plein. Exact. Donc, il faut que l'on... Je pense qu'il se doit d'y avoir, fort probablement, une bonne réflexion collective et, en fait, un débat sur cette question-là de donner accès à profiter du fait qu'il y a un projet de coopérative en place, là, pour dire, est-ce que ça peut être une façon de pouvoir faire en sorte qu'un service de proximité de transport aérien puisse se donner interne? On ne parle pas de partir d'ici puis de s'en aller à Hawaï. Là, non, c'est juste on parle vraiment là, de faire en sorte qu'on puisse avoir accès au Québec. Puis au Québec, il ne faut pas oublier que l'espace, on en a un peu, là. Oui, le problème, c'est peut-être plus la densité de population, parce que les petits low-cost, entre autres en Europe, ça fonctionne tempête, mais il y a beaucoup plus de monde au pied carré. Beaucoup plus au pied carré qu'est-ce que nous avons ici. J'ai déjà fait Bruxelles-Venise, moi, pour 2 $ aller-retour. En avion? T'as tombé la bonne journée, il y avait des bons rabais. Quoi, dans les années 60? Non, pas tout, dans les années 2000. Mais écoute, j'avais une semaine, j'étais à Bruxelles, je fais, 2 $ plus les frais d'aéroport, ça m'avait coûté genre 35 $ aller-retour. Ouais, c'était génial, là. Mais bon, je veux dire que ça fonctionne, ça peut fonctionner, mais s'il y a une question de densité de population, de gens c'est ça, il faut que tu saches le remplir, ton avion. Oui.
Hey, on va célébrer les 20 ans de la fusion de Ville-Saguenay. Et on sent encore aujourd'hui, je dirais pas que c'est pas réglé, mais qu'il y a encore beaucoup, on l'a vu dans la dernière élection, entre autres, là, au municipal, là, il y a encore beaucoup de guéguerres entre les clochers là, à Saguenay. 20 ans plus tard, quelle analyse que tu fais? Parce qu'au départ, on faisait ça pour faire des économies d'échelle, mais ce que les études nous montrent, c'est qu'on n'a jamais fait d'économie d'échelle en faisant la fusion de Ville-Saguenay. Maintenant, est-ce que ça crée plutôt un pôle attractif, une masse critique qui fait qu'on peut débloquer mieux au niveau de l'économie? Ou je ne sais pas, c'est quoi ton analyse un peu de la fusion de Saguenay 20 ans plus tard? Dans le temps, quand ça a commencé, les questions des fusions municipales, j'étais attaché politique. Oh! OK? Et, c'est Lucien Bouchard. C'est Mme Harel qui menait le dossier. Et on se souviendra que c'était à la suite d'un rapport. Il y avait au Québec tout près de 2000 municipalités au complet. Là-dessus, tu en avais beaucoup qui étaient à 150, 200, 300 personnes qui faisaient la municipalité. Ça coûtait un bras. Et c'était au ministère des Affaires municipales qui se devait un peu de subventionner pour faire un juste entretien du chemin. Il fallait... Alors, on s'était dit, si nous, on regroupait, on permettrait d'offrir, oui, un service peut-être encore meilleur, mais à un coût qui serait plus justifiable que de desservir. Alors ça, c'était l'idée de base. Et on a fait en sorte qu'on a fait Dolbeau et Mistassini, on a embarqué dans le décor. Ça faisait quand même quelques années qu'il y avait, ici aussi, qu'il y avait du débat là, à ce niveau-là. Mais toute cette question-là a toujours reposé sur, puis je reviens un peu à ce qu'on disait avec Joanie quand on a parlé de la fusion Dolbeau et Mistassini en début d'année, cette question-là reste encore avec mon identité première. À Dolbeau et à Mistassini, il y a peut-être des gens d'une génération qui me suit, qui dit « Ben oui, je suis un Dolmissois ou une Dolmissoise. Encore, dans les gens de ma génération, moi, on vient... moi, j'étais encore un Dolbien, puis l'autre est Mistassinien. Tu sais, on se sent encore identité à ça. Et ça, c'est le phénomène qui fait en sorte que, oui, socialement, le ciment a peut-être pas pris, mais ou prend lentement, et ça va prendre du temps pour qu'il puisse être capable. Moi, ma sous-question là-dessus, c'est à Dolbeau-Mistassini, il y a quelque chose de logique. Il y a une rivière entre les deux, on a deux ponts, tout le monde va de Dolbeau à Mistassini tout le temps. C'est une réalité. Je pense qu'après plusieurs générations, il y aura un sentiment d'appartenance. Ville-Saguenay, c'est une autre chose. Ville-Saguenay, ça devient la plus grande ville du Québec au niveau du territoire et les pôles sont très loin. Et c'est pas vrai que les gens de la baie vont à Jonquière souvent et vice-versa. Fait qu'on dirait que ce sentiment d'appartenance-là est plus difficile à créer, puis que, à cause aussi là, des arrondissements, puis des regroupements ou des associations d'arrondissement, etc., ça crée peut-être plus de rivalité où ça fait perdurer dans le temps davantage un peu cette identité. Je sais pas. Le Bérivrain ou la Bérivraine se dit encore « je suis un Bérivrain » ou une Bérivraine. Et, puis au niveau, par exemple, du transport en commun, jamais ça pourrait être rentable. On a vu les désastres là, les dernières semaines, mais le territoire est tellement grand. Il y a la même population qu'à Sherbrooke, mais sur un territoire 3 ou 4 fois plus grand. Je veux dire, c'est difficile de gérer, ça. Oui, c'est évident que là... Si on fait le débat au niveau administratif, je pense qu'on peut y trouver et du pour et du contre. Mais moi, je reviens au niveau social. Au niveau social, on a encore, qu'on le veuille ou non, l'identité, ça origine aussi beaucoup de l'environnement. OK? On s'identifie de par ce que nous... Or, au niveau de l'environnement de Jonquière et de Chicoutimi, OK, est peut-être similaire, même si à Chicoutimi, on était davantage orienté sur une économie de service, tandis que dans le secteur de Jonquière, on avait tout l'aspect industriel. C'est sûr que ça crée, qu'on le veuille ou non, des façons de penser, des façons de vivre qui sont, oui, reliées à notre identité. C'est avec ça qu'on forge notre identité.
La même affaire avec Ville-Labbé, OK? Où on a... Alors ça, cette fusion-là, elle doit se faire, mais par le temps. OK? Et par le temps, je te dis pas que tout le monde va être des Saguenayens, des Saguenayennes, mais tout le monde va tenter à s'orienter et à s'identifier à cela avec des particularités. Moi, je pense que c'est plus ça qui, au niveau social, va se passer et va s'atténuer avec le temps. Il reste que, administrativement parlant, juridiquement parlant et politiquement parlant, la fusion est là. Oui, non, elle va rester. Oui. Parce que il y a ça aussi, il va y avoir des choix à faire. On a déjà parlé ici, par exemple, on a beaucoup d'arénas dans notre coin. Mais, tu sais, je pense juste à Jonquière, il y a 3 centres-villes. Puis là, si on ajoute Chicoutimi, Chicoutimi-Nord, la baie, là, on vient avec une multitude. Tu sais, on ne pourra pas sauvegarder tout. Il va falloir faire des choix à un moment donné. Mais ça va à l'encontre un peu de l'esprit des gens. Moi, je pense à la Saint-Dominique à Jonquière. On voudrait que ça soit l'artère commerciale que c'était. Mais tout le monde de Jonquière s'en va sur le boulevard Talbot magasiner. Fait qu'à un moment donné, même si on met de l'argent, est-ce qu'on peut trouver une autre vocation pour ces artères commerciales-là? Parce qu'on ne pourra pas faire vivre toutes les centres-villes, là. Ben, ça te parle de la population pour être capable de le faire. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que le fait d'avoir une municipalité aussi grande peut faire en sorte que ça va être davantage attractif? Donc, on va avoir plus de monde. Si on a plus de monde, on peut avoir un étalement de services qui nous permet de pouvoir le faire. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là. Est-ce qu'on va devoir fermer la rue Saint-Michel à Mistassini parce qu'on veut que ce soit dans le coin du boulevard Walberg, que ce soit le plus achalandé? Tu sais, je te remets ça chez nous, là. On n'en est peut-être pas encore là, mais on naturellement, y réfléchit. ça s'est fait. C'est ça, on y réfléchit. OK. Merci, Jules. C'est le fun de t'entendre. Nous, on prend une petite pause, puis on vient tout de suite. On va s'en aller à Ottawa. Cet été, la Télédo du Lac s'en va à la découverte des attraits touristiques de la MRC Maria-Chapdelaine. Avec mes collègues, on va se promener entre Notre-Dame-de-Lorette, Girardville et en passant par Debout-Mistassini, bien évidemment. Tourisme gourmand, hébergement, activités nautiques et encore plein d'autres surprises qu'on vous réserve. Embarquez avec moi. Cet été, c'est ma tournée. La série documentaire Les Artisans de la Terre présente en un clin d'œil le quotidien de 8 producteurs agricoles du nord du lac Saint-Jean dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Au fil des saisons, nous rencontrons ces artisans, des fois pour échanger, d'autres fois pour observer, et toujours pour admirer l'effort et la passion qui les habitent dans leur travail de la terre. Découvrez différentes productions agricoles d'une façon simple, sans artifice, mais qui sauront vous captiver et vous surprendre. L'agriculture dans ce qu'elle a de plus vrai, authentique et grandiose. Hey, on est de retour. J'espère que vous avez pris le temps de vous faire un bon café. On sort de la région, puis on va s'en aller dans notre capitale nationale à Ottawa, où, là, c'est une nouvelle affaire. Là, hein? C'est une loi qui existait depuis 1988 et c'est la première fois qu'un gouvernement l'utilise. La loi des mesures d'urgence, qui a pris la place de la loi des mesures de guerre en 88 sous Brian Mulroney. Bon, là, il y a plein d'affaires. Parce que, clairement, comme Justin Trudeau et le fils de Pierre Elliott ont fait immédiatement le lien entre la loi des mesures d'urgence et la loi des mesures de guerre, c'est pas la même chose. C'est un peu dans la même voie, là, on s'entend. Mais
Je veux dire, là, lui, ça ne devait pas y tenter parce qu'il porte le fardeau de son père, peu importe. Là. Fait que là, j'ai l'impression que... Est-ce qu'on avait le choix? Est-ce qu'on pouvait faire ça autrement? Comment tu qualifies, entre autres aussi, là, les manifestations qui, pour certaines, ont été des manifestations? Je pense de la belle manifestation qu'on a eue à Québec, mais pour d'autres, on pense qu'il se passe à Ottawa, bien là, c'est plus un état de siège. Là. Oui. Tu sais ce qui s'est passé aux États-Unis en janvier 2020? Oui. Moi, je pense qu'ils ne veulent pas revivre ça. C'est la même gang. Ah oui, on le voit, c'était financé. On va arrêter de dire que c'est des camionneurs qui sont là, là. Ce sont des gens qui ont loué des camions puis qui ont fait en sorte que les gens sont payés pour être à l'intérieur, pour faire... Ça se démontre de plus en plus. Donc, on est devant, oui, une forme, et là, je fais bien attention à mes mots, une forme d'insurrection de l'extrême droite. Okay, je sais que oui, on a saisi beaucoup. Non, mais on a saisi beaucoup d'armes. Il y a eu des messages, entre autres, là, des messages de Pat King qui disaient prenons les armes. Là, c'est assez clair. C'est l'appel à la violence. Là, je prenais un reportage avec un camionneur qui est là. Semblerait-il que c'est un camionneur. En tout cas, il est peut-être propriétaire de son show, mais il est certainement payé pour être là parce que ça fait 3 semaines là, que son camion, il roule pas. Là, juste coûter de l'argent. Bon, alors... qui disait que, oui, nous avons un ensemble de personnes des avocats qui nous conseillent sur qu'est-ce que les policiers ont le droit de faire, et nous sommes très bien informés. Ça, là, OK, on est prêt pour faire un siège, puis on va s'organiser pour que le siège dure le plus longtemps. On va ébranler ce gouvernement qui est trop de gauche par rapport à ce que nous avons de droite. On est dans ce débat-là, c'est très exact. Or, moi, je ne voudrais pas, personnellement, que l'on en arrive à faire en sorte qu'on soit ce qui s'est passé aux États-Unis en 2020, c'est-à-dire que les gens qui partent de la rue, dans le cadre d'une manifestation qui se voulait, semblerait-il, légitime, mais parce qu'un étoile de cave est allé leur dire qu'il faudrait peut-être qu'on en fasse un peu plus, qu'on s'en va tuer du monde pour pouvoir être capable d'y passer. Ça, là, on ne veut pas ça, OK? Je te dis pas qu'on en est rendu là encore, mais on ne veut pas ça. Le fait d'invoquer la question des mesures d'urgence, ça démontre effectivement que le système fédéraliste dans lequel nous vivons, il n'y a même pas de pouvoir au fédéral pour être capable de régler le problème. Théoriquement, c'est censé être la municipalité, le corps policier de la municipalité qui se doit de le faire, qui se doit, lui, d'être supporté parce que la sécurité publique, c'est une affaire du provincial et non pas du fédéral. Et là, le fédéral dit, ben, tiens, on s'est doté d'un outil pour vous permettre d'être encore plus efficace. C'est quoi l'efficacité de plus que tu as? C'est que tu peux prendre quelqu'un qui actuellement est dans son camion, tu peux rentrer dans le camion, le prendre, puis le sortir de là, puis prendre son camion, puis le faire remorquer, puis le faire sortir de où il est là. C'est ça qui te permet de faire cette loi-là. Ce que... Sans la loi, on ne peut pas faire ça. Ben, tu ne pouvais pas, ça te permet d'avoir des pouvoirs spéciaux pour être capable. Ben, c'est la seule façon. OK? Puis je pense que les manifestants le disent. La seule façon de les faire sortir de là, c'est que tu vas les prendre par le collet, puis tu vas lui mettre des menottes, puis que tu vas les sortir de là. C'est la seule façon que tu vas faire arrêter cette Puis tu sais, le fait, entre autres, qu'il y a eu un camion avec 2400 armes à feu qui a été volé, qu'on a retrouvé un arsenal en Alberta pour ceux qui se préparaient à faire, peut-être même attaquer la police, là, on n'a pas de... Tu sais, mais bon, il y a beaucoup d'affaires qui se disent. Il y a même 7 enquêtes en ce moment auprès des gens de l'armée ou de la police canadienne qui sont soupçonnés peut-être d'avoir aidé ces gens-là. Donc, sans vouloir faire peur, il faut se poser des questions sur l'État. Puis surtout quand il y a des appels. Tu sais, moi, je reviens à Pat King, j'étais sur le cul de l'entendre dire qu'il faut prendre les armes, il faut puis il faut pas là, je fais un petit cours d'histoire, là, mais il faut se rappeler que les États-Unis avaient fait la même chose, financer une sédition au Chili en 1972. Ils l'avaient fait avec des camions qui étaient allés bloquer le centre-ville, qui avaient enlevé les roues. Ça avait amené à l'assassinat de Salvatore Allende et où on avait placé par la suite Augusto Pinochet, qui était un dictateur. Là. Et ça, c'est tous les États-Unis qui avaient orchestré ça. Là.
Fait que, tu sais, des fois, on peut se poser des questions. Puis là, on pense pas que c'est... Je dis pas que c'est le gouvernement américain qui fait ça. Non, mais il y a clairement des franges, entre autres le Bible Belt, la droite religieuse américaine, qui est en train de s'immiscer dans la politique canadienne. Et non seulement... Moi, je pense qu'effectivement, ça a l'origine d'ici, là. Oui. T'sais, mais les gens sont instrumentalisés un peu. Actuellement, tu te souviens-tu pourquoi ça a commencé, ça? Ben, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que là, on déconfine, tout le monde annonce qu'il n'y aura plus de mesures dans quelques mois, dans quelques semaines. C'est pas pour ça que ça a commencé. Ben non. C'est pas pour ça que cette manifestation-là a commencé. Elle a commencé parce que tu avais, semblerait-il, un camionneur qui a pris son Facebook de ce monde, puis qui est allé écrire. Allez, écoute, là, ça ne trouve pas de bon sens qui nous exige d'avoir du vaccination pour passer, puis... Mais les Américains demandaient la même chose. Là. Exactement. Ouais. Là, ça n'a pas de bon. Là, tout d'un coup, tu as eu un paquet de... moi, ils appelaient complotistes pour qu'on soit capable de bien comprendre, là, qui, eux autres, sont tous organisés, qui ont pris cette volonté-là, ils ont dû appeler le gars, ils ont dit, écoute, si on mettait quelque chose, on mettait le paquet. Oui, puis la propagande va loin, là. Ben, on va te permettre de pouvoir avoir ton truc puis d'être payé pour être capable de Non, puis ça amène plein de préjugés, là. Puis si on veut dialoguer, il va falloir arrêter ça, la polarisation, là. Je voyais hier à Fox, il y avait une carte de l'Amérique du Nord, on voyait les États-Unis, en dessous, au Mexique, c'était écrit drogue, puis en haut, au Canada, c'était écrit dictature. Là, tu fais comme... Là, on exagère, là. On exagère. On stigmatise, on manipule, puis on instrumentalise des gens avec des concepts, puis on n'arrivera à rien sans dialoguer. Puis moi, c'est un peu ce que je reproche aux gens à Ottawa, là. Arrêtez de crier après les gens, puis ayez des positions, des propositions. Négocier, là, c'est de faire un pas en avant, puis que l'autre en fasse un aussi. C'est pas de rester sur ses positions. Hein. Ben, moi, je pense que la polarisation de ce débat-là origine, effectivement, de ce concept-là que tu viens de très bien expliquer. C'est à partir de là qu'on est rendu à ce stade-ci. Les policiers ont voulu, je pense, à Ottawa, ont voulu jouer la game démocratique de permettre de manifester. Où est-ce qu'ils se sont fait avoir? OK? C'est que la manifestation s'est effectivement transportée en un état de siège. Et puis là, tu fais en sorte que tu agis comment, là? Ils ont été pris au dépourvu. Oui, il faut que tu restes en état de siège. Ça fait longtemps que c'était pas passé quelque chose à Ottawa. Bien, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais il reste que c'est quand pour les gens. Moi, là, je ne voudrais pas être. Non. Les gens qui demeurent dans le coin, dans le centre-ville de Montréal. Ah non, pas de Montréal. D'Ottawa. Puis, tu sais, ça l'a amené aussi, même à l'intérieur des partis, des problèmes. On le voit dans le Parti conservateur, ça l'a fait évincer Erin O'Toole. Mais dans le Parti libéral, on a vu Joël Lightbound, un gars que je connais un peu, qui est très brillant, puis c'est vraiment pas un pied de céleri, là, qui, lui, a fait division. Il a même voté avec les conservateurs hier ou avant-hier. On sent là, que ça brasse même à l'intérieur du Parti libéral. Là. Oui. Ben, il y avait quelqu'un qui me disait, qui m'a envoyé un message Facebook, quelqu'un que je connais, et qui disait, Jules, tu penses de ça, toi, la sortie de... Joël Lightbound? Oui. Ben, j'ai dit, c'est ça. C'est une diversion. Moi, je suis convaincu qu'il y en a un qui veut sacrer son camp. Je pense les dire à bien fait. Hein? Trudeau, là, il est tanné. Ben, il veut s'en aller. Puis le problème, c'est qu'on ne lui permet pas de partir tout de suite. OK? Et il veut s'en... Puis je suis convaincu, c'est une diversion, l'affaire de notre ami. C'est une diversion qui fait en sorte que tu ne permets pas aux conservateurs d'avoir le rôle seul de la contestation des décisions du gouvernement. Je ne te dis pas qu'il a été commandé par Trudeau pour pouvoir le faire, mais il a été certainement accepté par l'équipe de Trudeau. Ben oui, parce qu'il avait été averti qu'il allait parler. Qui serait... Okay. Bon, bref, on va suivre ça. Maintenant, je veux t'amener du côté des conservateurs, parce que là, on a vu Pierre Poilievre qui dit « Moi, je veux être là. » Lui, écoute, là, il en rêve, il bave quand il en parle. Là. Écoute, il est fascinant. Mais du côté des progressistes, là, on est en train d'essayer de ramener Jean Charest chez les conservateurs. Est-ce que tu penses que ça va marcher? Est-ce que tu penses qu'il y a une chance de rallier le parti ou parce qu'il y en a beaucoup qui parlent qu'il y aura une nouvelle scission à l'intérieur du parti? Moi, je pense pas une frange plus conservatrice progressiste puis une frange plus libertarienne, là, Moi, je pense que c'est ça qui va se passer, là, oui. Mais est-ce que tu penses que c'est Jean Charest qui va embarquer dans... Moi, je pense qu'il ne reviendra pas, là. Non? Il ne peut pas revenir. Au niveau même de sa crédibilité,
quand on le veut ou non, là, mais il a été très apprécié pour les gens qui étaient d'accord avec lui et très détesté pour les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Oui, par contre, OK, ce sur quoi il est entaché, et peu importe le fait qu'il ait été artisan ou pas là, de ce qui s'est passé, mais toute la question là, de la corruption, qu'on le veuille ou non, son nom, tu sais, quand tu parles de corruption, là, c'est un nom qui revient. Je sais que chez la droite religieuse, ils ne veulent rien savoir parce que Stephen Harper puis lui, ils se détestaient. C'est d'ailleurs. C'est là qu'on en est, là, tu comprends? Moi, je suis convaincu que le Parti conservateur va être encore une fois ce qui s'est passé avec le Reform Party, puis quand on fait qu'il abandonne l'idée de diriger le pays. Là, il y avait un professeur en sciences politiques qui me disait, Bergeron, qui nous faisait le système politique canadien. Et quand il parlait du Parti conservateur, dans le temps, il s'appelait le Parti progressiste conservateur et le Parti libéral. Avec lui, le Parti libéral nous disait, voilà, c'est ce qui... Moi, il dit... Là, il faisait comme s'il réfléchissait tout d'un coup, il y avait... Ouais, non, on ne peut pas être progressiste et conservateur. Mais il dit, on a fait un parti de ça. Et Stanfield était... en fait, on peut l'être si le parce que, tu sais, dans l'époque de Mulroney, le progressisme était au niveau social, puis le conservatisme au niveau économique. Je pense que c'est ça qu'on veut faire avec ce genre de parti-là, parce qu'on n'est pas d'accord avec la droite sociale, qui est beaucoup en lien avec la religion, d'ailleurs. Oui, mais qui est aussi en lien avec le groupe de Trump aux États-Unis. Oui, mais qui est en lien avec la religion. Oui, c'est très financé par... Tu sais, le monde chiale beaucoup contre les extrémistes religieux, mais il y en a chez nous et il y en a en bas de la frontière qui sont pas piqués des verres. Ils agissent différemment, là, mais... Et avec les moyens modernes de communication et de rassemblement et de pouvoir faire en sorte que tu puisses être capable de influencer des gens à avoir des comportements qui... C'est parti, mon petit kiki. Dans un certain sens, tu sais, peu importe la loi des mesures d'urgence, qui c'est en fait des mesures de guerre déguisées. Elle aussi, il faut qu'elle se mette un masque. Oui, exact. Alors, c'est ce qu'on en est, là. Avec les conservateurs, je suis pas mal convaincu qu'on va avoir une forme de... Oui, parce qu'on sent que, en tout cas, au Québec, là, les conservateurs n'ont pas l'air d'avoir le goût de se rallier à M. Poilievre. Là. Non. Non seulement ça, il y a eu 8 à Québec qui a carrément déclaré que ce monsieur était là, lui, j'en allais. Ouais. Bon, ben écoute, on va suivre ça, c'est intéressant. Hey, on reste en politique, hein, mais au Québec, il est sorti un sondage sur les intentions de vote, sondage léger. Fort intéressant, on démontre que la CAQ est encore nettement à l'avance, 40-42 % des voix. Le Parti libéral, écoute, ça ne bouge pas. Les autres, ils sont à 20 %. La surprise est beaucoup au niveau du Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime, qui, en un an, est passé de 5 à 14 % ce qui est énorme, qui a dépassé Québec solidaire, le Parti québécois, mais d'une vitesse flamboyante, là. C'est quoi ton analyse de tout ça, des positions des partis? Comment vont réagir, en fait? C'est le débat qui se passe actuellement, qu'on discute tant à Ottawa, tant qu'à... C'est ce débat-là, c'est une polarisation des idées politiques entre le noir et le blanc, et on ne veut pas regarder c'est quoi qui est le gris. C'est fort probablement le gris qui est dans la solution. Bien, moi, je suis d'accord, mais si on s'apolarise autant, comment ça fait que Québec solidaire, ça n'a pas monté? Parce que les autres aussi sont très à gauche, là. Ils représentent une option qu'ils sont seuls à représenter. Parce qu'on n'est pas très à gauche au Québec. Ouais, on est plus à gauche qu'aux États-Unis, là. Oui, mais on est plus social-démocrate. OK? Et à ce chapitre-là, oui, mais ça dépend, ça peut être aussi central. T'es entre le centre et le... en tout cas, on se fera une analyse plus approfondie sur c'est quoi la gauche et la droite, mais ils ne lèvent pas parce que ce qu'ils ont... Tu sais, ils sont dans la position actuellement, si tu regardes au niveau du Parti libéral, la chef du Parti libéral essaye actuellement de faire en sorte qu'on puisse avoir, OK, une idée de c'est quoi le libéralisme. Revenir à Bourassa et à Lesage. Oui, c'est ça. Mais le problème qu'il y a là, actuellement, OK,
c'est que, bon, compte tenu du fait qu'elle est dans l'opposition et compte tenu du fait qu'elle s'oppose et compte tenu du fait que tout le monde dit, garde la chioleuse. Elle fait un chioler. Il y a Rambert bon, il y avait... Ça, là, c'est encore une fois la polarisation d'un débat politique alors qu'on n'est pas capable de faire la nuance entre une critique d'une action, OK, et son accomplissement. Ouais, là, tu parles des libéraux, mais les péquistes font la même chose, les solidaires font la même chose. Ben voilà. Pourquoi tu penses que l'autre côté qui dit, écoute, nous, là, ce qu'on dit, là, c'est que ce qu'il fait est complètement faux. L'autre dit, ben, tu sais, il aurait pu s'y prendre autrement, ou il aurait... Les conservateurs disent, écoute, ça n'a pas de bon sens ce qu'il nous fait faire là. Et puis là, il est obligé de dire qu'il n'est pas juste contre les mesures sanitaires. Là, il va être obligé de dire, voilà ce que nous proposons. Et là, il commence à avoir de la misère. Mais il est quand même rendu deuxième chez les francophones, là. Oui. Mais là, on en est exclusivement sur l'attitude. Oui. Et non pas sur le contenu. Oui, parce qu'il est très démagogique. Exactement. On en est sur l'attitude. Mais les gens qui ont l'air de s'associer à ça, c'est peut-être des gens aussi où ils vont plus écouter le discours que faire des analyses politiques, là. À l'évidence. Fait que, tu sais, on peut embarquer là-dedans, puis la démagogie, ça marche, là. On l'a vu partout sur la planète. Ben là, regarde, on est là-dedans, là. Ouais. On est là-dedans. Depuis le début de l'émission, c'est ça qu'on parle quasiment, là. Parce que moi et toi, on est bien démagogues. Ben oui, ça y est, fort probablement. Fort probablement. Mais on est vraiment, là-dessus, sur ce débat-là. Et, tu sais, je veux dire, on n'a plus de position au Québec. À part que de dire, toi, t'es pas bon, puis toi, t'es bon. Ouais. On n'a pas d'idée, on n'a pas de projet à offrir aux Québécois et aux Québécoises. J'ai l'impression que la compréhension de notre système politique et des enjeux est pas tout à fait là non plus. Exactement. T'as raison. Et ça, c'est parce que c'est beaucoup plus facile de mettre dans ton bulletin de nouvelles une chicane que d'expliquer comment ça se passe. Ça devient de notre faute, là. Oui. Non, mais en partie, moi, je pense que les médias, on a fait actuellement... Tu sais, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, là, c'est très exactement la façon dont on couvre l'information. Ben oui. C'est dommage. C'est parce que l'information a dû s'ajuster parce qu'elle est en perte de revenus. Fait qu'elle a tombé. Donc, écoute, même Radio-Canada fait des vox pop maintenant. Exact. Donc, t'en es rendu à cela pour traiter. Donc, tu peux pas faire autrement que toi, t'es bon, puis toi, t'es pas bon. OK? Ça, c'est pas un débat politique. Tu es d'accord avec moi? C'est pas là-dessus qu'on fait. Il n'y en a plus de débat. Les gens débattent avec les gens qui sont déjà d'accord avec eux. Il n'y a pas de débat. Il faut dialoguer. Moi, je pense que ça prend de l'humilité puis de l'écoute. Puis après ça, on pourra peut-être organiser quelque chose. Mais écoute, l'humilité en ce moment, là, j'en vois pas beaucoup. Puis de l'écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas vu non plus. Sauf avec toi, tu m'écoutes un peu. Ben, ça, oui. Mais non, c'est véritablement... J'en suis, des fois, il y a celui de la Machesse berceuse, parce qu'à mon âge, on se berce encore. Et, et je réfléchis, je regarde le bulletin de nouvelles, puis je réfléchis à notre comportement social. Et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'on discute non pas avec la réalité de ce qui se passe, mais avec la façon dont on a le sentiment que ça se passe. Et ça, là, écoute, je ne suis pas contre les sentiments, il faut qu'on en parle. Non, mais ça fait partie de l'analyse. Mais il y a quelque chose, c'est que les gens ne lisent plus les articles de fond, ils voient un gros titre, une photo, puis ils ont l'impression de comprendre et posséder la nouvelle. Et voilà, tu lis pas la nouvelle. Mais en politique, tout est plus complexe que on peut pas être un gérant d'estrade comme au hockey, puis même au hockey, ça marche pas, là. Mais tu sais, c'est facile de dire, ils ont juste à faire ça. Non, c'est pas aussi simple. Quand tu connais tous les rouages, les lois, les réformes, les normes, la Constitution, c'est plus compliqué que juste faire, ils ont juste à faire ça. Ben exactement. Ouais. Tu sais, je veux dire, ce que je disais tout à l'heure, et c'est pas par idéologie politique que je l'amenais, là, OK, on est dans un système fédéraliste où tu as 3 niveaux de gouvernement qui doivent régler une crise. Ouais. C'est bien plus facile de dire, écoute, hey, c'est à toi de travailler, là. Ouais. Ah non, c'est à toi de travailler. Alors, le simple fait qu'on s'ostine sur c'est quoi qu'il faut que tu fasses, OK, puis là, ben regarde, au Québec...
notre ami M. Legault dit, non, pas moi, sa loi des mesures d'urgence. Ben, je fais ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait, moi. J'ai eu une manifestation, là, une couple de semaines, à Québec. Ben là, j'ai dit aux policiers, écoute, tu vas prendre le truck, puis tu vas le faire parquer là, puis il va être obligé de se parquer là, puis il va être obligé de se parquer là, puis il va être obligé de repartir le lendemain. Là. Oui, parce que là, il sait. Mais si à Ottawa, ça débordait jusqu'à Gatineau, est-ce qu'il serait prêt? Bien, c'est déjà débordé. Oui, non, mais c'est ça que je veux dire. C'est que, tu sais, le Québec, c'est pas juste la ville de Québec, là. Lui, je le sais qu'il gagne peut-être pas beaucoup de votes en Outaouais, mais ça reste faire partie du territoire. Puis il faut qu'il protège ce territoire-là aussi. Là. Mais actuellement, je ne sais pas si tu as pris, il y avait un reportage hier qui se faisait à TVA, où est-ce que le journaliste est allé effectivement à Gatineau, où il y a des, j'allais dire des camionneurs, mais on va dire des manifestants, là, qui sont dans des camions. Le gars, là, tout ce qu'il voulait, que tu t'en vas. Ouais, mais vous ne pouvez pas faire ça. Tu t'en vas. Puis là, le ton commençait à monter. J'ai trouvé, le journaliste, pour une fois que je suis d'accord avec Pierre Bruno, là, Pierre Bruno l'a félicité de sa patience pour essayer d'avoir de l'information. C'est fou, hein, l'intimidation qu'on fait aux journalistes. Là. Je pense que les gens aussi comprennent très mal le travail d'un journaliste et comment ça se passe dans un journal là, quand ils disent qu'ils sont tous vendus et ils sont payés par le gouvernement. Mon Dieu. C'est vraiment mal comprendre là, le code de déontologie journalistique et le fonctionnement du journalisme. Là. Ça, là, c'est la simplification amenée par toute la gang qui a monté cette manifestation-là. On simplifie. Garde, c'est noir. Puis garde, c'est blanc. Ouais. Le gris n'existe pas. Mais le gris, je suis désolé, mais c'est avec ça qu'on vit. Ben oui, la vérité est toujours plus grise. Exactement. Ouais. Il faut le comprendre, il faut essayer de l'accepter. Tu sais, c'est comme là, on a accepté le fait qu'on se dit, ah, ben, quand il y a une manifestation des personnes qui ont le droit de s'exprimer. Mais là, le trouble, là, c'est que ça l'a dépassé, le fait de s'exprimer. Oui, puis c'est la violence verbale, violence physique, les armes à feu, là, à un moment donné. Moi, c'est là où je décroche pour vrai. Là. Allez, dernier sujet dont je veux te parler. Moi, hier soir, même pas hier soir, ce matin, en me levant, j'étais allé prendre ma douche. J'étais allé aux toilettes, c'est super le fun. Est-ce que toi, c'est quand la dernière fois que tu t'es lavé? Un matin. Oui, super. On était peut-être en même temps. Mais j'étais un peu choqué d'apprendre que dans nos CHSLD, il y a des gens qui n'avaient pas accès à des salles de bain depuis une semaine. Je trouve, là, si on faisait ça maintenant avec des enfants, là, ça serait le scandale. Là, on parle de ça. C'est quoi le rapport moral qu'on a avec nos personnes âgées? Je trouve ça d'une tristesse. Ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas, toi, ton analyse. Ma mère demeure dans une RPA ici, dans le Beau-Mistassini. Là, il commence à des terres confinées. Mais là, il commence pourquoi? Parce que les gens chialent puis qu'ils voient que le gouvernement est en train de planter des sondages. Parce que sinon, on serait encore au même point. Je suis certain. Évidemment. On ne voulait pas revivre le printemps 2020. Et à ce rythme, on t'esa. Oui, puis il y a une étude américaine qui a démontré que la solitude puis être enfermé chez les personnes âgées, ça a tué probablement plus de personnes âgées que la COVID. Là, il va falloir trouver un entre-deux, là. Créer un réel milieu de vie. Ils vivent là, eux autres. C'est pas une prison, si moi. Non, c'est ça. D'ailleurs, les personnes âgées se sentent en prison quand ils vivent dans ces milieux-là. Assez que, actuellement, ça serait intéressant qu'on fasse un tour d'horizon des RPA à Dolbeau-Mistassini et de voir c'est quoi le taux d'occupation actuel. Ouais. Il y a des chambres de libre, peut-être plus qu'on pense. Ouais. Et ça, là, avant, là, en 2020, là, en 2019, t'es plein, tu avais des listes d'attente pour entrer. Au moment où on se parle, on a des places de libre. Ça veut dire que, tu sais, le milieu de vie, là, OK, il est plus qu'important, mais il est aussi de faire en sorte que on puisse être capable d'avoir une dignité de vivre dans son logement. Oui. Ah, je suis d'accord avec toi, là, ça n'a pas de bon sens. On est allé un peu loin, fort probablement. Il fallait qu'on fasse des mesures, mais on est peut-être allé un peu loin. Hier, la ministre des Aînés qui disait qu'on a fait de la surprudence.
j'haïs ce terme-là. Là. OK? On a fait de la surprudence, mais des cas de personnes en CHSLD qui avaient un bain une fois par semaine, là, c'est pas la première fois qu'on entend ça, puis on entendait ça avant le COVID aussi. Exactement. Là, on a juste ouvert une boîte en faisant « Oh mon Dieu, c'est pourri là-dedans! » là. Mais là, c'est pas une affaire qui date d'hier. Là. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Puis l'idée aussi du privé là-dedans, là, le privé, lui, ce qu'il veut, c'est faire du profit. Puis certains vont avoir une compréhension, en fait, qui travaillent avec des humains puis qu'ils ne vendent pas des objets. Là. Mais il y en a d'autres, j'ai l'impression. Là, on a qu'à penser à Aaron, là, à Montréal. Là. Là, ce qu'on nous dit, c'est que pour pallier au manque de ressources, on va donner des iPads. Hey! Wow, là! Wow! Je sais pas, là, ça me fait capoter mes rêves. Il essaie de voir avec quoi des solutions alors qu'on est devant un phénomène où est-ce qu'on a parqué nos personnes âgées. Oui, puis pas rien que le gouvernement, là, la société aussi. La là. société, Moi, tout jeune, là, j'allais, mon père était directeur de l'Oasis, là, puis j'allais, là, tu sais, Noël, les fêtes, là, avec des personnes âgées seules, là, je dirais pas abandonnées, là, mais il y en a pas mal plus qu'on pense, puis c'est d'une tristesse. Là. Ces gens-là nous ont donné la vie, ils ont une culture, il y a encore plein d'affaires à nous apprendre. C'est pas un poids, là, c'est un acquis, c'est un atout, c'est un plus dans une vie, là, d'avoir encore ses parents, ses grands-parents. On peut-tu en profiter? Je sais pas, là. Moi, excusez, là, ça me met sur le cul. Non, il y a vraiment une réflexion à faire on utilise en termes d'éducation les états généraux. On a peut-être des états généraux sociaux à se faire sur un ensemble de problématiques et la COVID nous aura permis d'identifier fort probablement un ensemble de comportements qu'on pensait corrects, mais qui ont des effets qui sont malheureusement négatifs chez les individus. Et socialement, on se doit peut-être d'y réfléchir et de voir, on est une façon d'agir différemment que ce qu'on a déjà de fait. Au moins, le gros débat, pas le gros débat, mais la grosse marotte actuellement, c'est qu'il va falloir apprendre à vivre avec la COVID. Ouais, il y a quand même du monde qui meurt à tous les jours. Oui, exact. Hey, je dois t'arrêter parce qu'on n'a plus de temps. Merci, Jules. C'est toujours agréable. J'espère qu'on pourra s'en reparler de ce sujet-là dans 20 ans quand on sera tous les deux d'un CHSLD. Moi, ça approche. Ouais, mais oui, je pense que le monde pense que je suis plus jeune que ce que j'ai l'air. Je sais pas, là, mais c'est pas si loin, Hey, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. C'est toujours un plaisir. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine.